forte indignation. Ce genre de comportement est inacceptable. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma conférence de presse, il y a aujourd'hui des personnes en souffrance qui ont envie de s'exprimer, il faut les écouter, elles ont le droit de manifester. En revanche, les voleurs, les pillards, les vandales, comme on en a vu samedi après samedi dans les rues de Bordeaux, n'ont pas leur place dans l'espace public, ni ailleurs d'ailleurs, et donc le gouvernement doit faire respecter l'ordre républicain. Donc je ne peux que condamner avec la plus extrême fermeté l'incident ou l'incendie dont vous venez de parler. En plus, c'est un symbole de l'État. Bien sûr, comme toujours, ici la mairie de Bordeaux, qui n'est peut-être pas quand même en première ligne dans les décisions gouvernementales, est cernée régulièrement justement comme symbole des pouvoirs publics. C'est donc une atteinte même aux principes républicains, aux institutions républicaines qui est en cours. Écoutez, il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir qu'en organisant ce débat, en donnant la parole à ceux qui veulent la prendre, de bonne foi, qui ont des propositions concrètes à faire, et d'essayer ensuite d'en tirer des mesures à proposer. Donc il faut s'engager dans ce processus et nous allons le faire ici. J'ai annoncé tout à l'heure que je faisais ouvrir dans toutes les mairies de quartier de Bordeaux des cahiers de doléances et d'espérance. J'ai souhaité ajouter le mot d'espérance pour qu'on ne se borde pas à dire ce qui ne va pas et qu'on dise aussi ce qu'on souhaiterait voir arriver. Et puis au terme de ce processus, j'espère qu'on pourra en tirer des propositions qui calmeront le jeu. Je suis inquiet parce qu'aujourd'hui j'entends des choses qui sont profondément inquiétantes sur les principes même de notre démocratie. Quand j'entends dire que la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, les contre-pouvoirs, tout ça, c'est du pipeau et qu'il faut passer maintenant à la souveraineté populaire, ça me rappelle des choses un peu terrifiantes en termes historiques. Et donc là, on a face à nous, c'est vrai, une petite minorité sans doute, mais d'ultra anarchistes ou révolutionnaires qui veulent casser la baraque et casser la République. Oui, enfin, n'exagérons rien, toutes les villes ont été soumises à des manifestations souvent violentes. C'est vrai qu'il y a du monde ici, mais ce qui s'est passé à Lyon, à Saint-Étienne, à Rennes ou ailleurs, n'a hélas rien à envier à ce qui se passe ici. Alors pourquoi ici? D'abord parce que Bordeaux concentre toute cette population venue de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Quand vous regardez ce qui se passe dans les rues, il n'y a pas une majorité de Bordelais. C'est une très grande majorité de personnes venues de l'extérieur de la métropole, voire du département. Puis deuxièmement, il y a cette idée qui est répandue par certains, qui me paraît extrêmement dangereuse parce qu'elle est fausse et dangereuse en même temps, à savoir que la métropole, par sa beauté, sa richesse, son attractivité, asphyxierait les territoires qui sont autour. C'est faux. J'ai essayé tout à l'heure de le démontrer. La croissance démographique de la Gironde en dehors de la métropole est équivalente à celle de la métropole. Ça veut dire que la population de l'ensemble du département se développe. J'ai rappelé qu'en termes de revenus par habitant, la Gironde se classait dans les 25 premiers départements de France. Ce n'est donc pas un département pauvre. En revanche, à Bordeaux, il y a 17% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et ce qui nous oblige à une politique sociale encore plus active que celle que nous menons. Donc voilà, ne simplifions pas les choses. Et quand je dis que c'est une faute, c'est parce que dans le contexte actuel, dresser les uns contre les autres, ça ne va pas faire avancer les solutions. Je pense qu'au contraire, il faut cultiver la complémentarité, les partenariats. J'ai fait ça avec Libourne, j'ai fait ça avec Marmande, j'ai fait ça avec Angoulême, on le fait avec Saintes, on va le faire avec La Rochelle ou avec le Bazadais, et je suis prêt, avec le président du conseil départemental, dont c'est la responsabilité en dehors de la métropole, et avec le président du conseil régional, à réfléchir à la manière de renforcer encore ces partenariats. Pourquoi pas une suite de carrière en Europe? Oui. Non, parce que je n'ai pas d'ambition aujourd'hui de carrière, parce que je pense que je suis à un stade de ma vie politique où je souhaite prendre du recul. Cela dit, je pense, comme vous venez de le dire, que l'enjeu européen est absolument fondamental. Ce que je crains par-dessus tout, c'est que les élections européennes éludent le débat européen, et que ça se transforme en pour ou contre le gouvernement. Certains partis politiques ont déjà annoncé la couleur. Or, l'avenir de l'Europe est aujourd'hui crucial. Si nous nous séparons les uns des autres, nous allons devenir de petits pays vassaux de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Alors, notre souveraineté, bonjour les dégâts. Or, l'Europe est menacée de tous les côtés. Par le président Trump, par le président Poutine, par les Chinois, de l'intérieur, par ceux qui contestent ces valeurs fondamentales. Il faut donc que les vrais Européens, les pro-européens se mobilisent. Et à ce titre-là, je le ferai en disant voilà ce que je pense et voilà la liste qui me paraît aller le mieux dans la bonne direction. Je trouve que la position de LR, on va voir exactement ce qu'elle est, mais elle est ambiguë. On est un peu, mais pas trop, en partie, il faut changer l'Europe, etc. Non, il faut afficher clairement la couleur. L'Europe n'est pas parfaite, c'est sûr. Il y a des réformes à faire, mais on est pour le progrès de la construction européenne, pour une zone euro plus solide, pour une défense et une sécurité européenne plus coordonnées et plus intégrées, pour une politique énergétique véritable, pour mettre l'Europe en tête du combat contre le réchauffement climatique. Je suis en train de lire un petit bouquin là, qui a été rédigé par M. Jouzel et M. Larouturru, qui une fois de plus sonne le tocsin.
sur ce qui risque de nous arriver dans les 10 ou 20 prochaines années. Là, l'Europe peut être en première ligne. Elle a déjà participé à l'accord de Paris de la COP21. Voilà des missions, des enjeux, des espérances qu'on peut confier à l'Europe. Non, je n'ai pas annoncé. J'ai dit que je souhaitais rencontrer le président du conseil départemental et du conseil régional pour voir comment organiser des assises du territoire dans l'objectif de resserrer les liens entre la métropole et les territoires que certains appellent périphériques. J'aime pas beaucoup ce mot. J'ai entendu M. Glaise dire à certains moments que la métropole attirait tout à elle. Bien, je pense d'abord que ce n'est pas vrai, et ensuite que si le risque existait, il faudrait évidemment le combattre en mettant en place de nouveaux partenariats et de nouvelles complémentarités, et j'y suis prêt. Je le regrette, c'est une femme bien, j'ai pour elle beaucoup d'amitié et beaucoup d'admiration même, parce que dans toutes ses fonctions ministérielles et parlementaires, elle a toujours fait preuve de grandes compétences et de courage. Elle est très engagée notamment dans toutes les questions de développement durable et d'écologie. Bon, là, elle a tiré les conséquences de la situation que vous connaissez. C'est un faux procès. Je le disais tout à l'heure, on affiche des chiffres qui évidemment peuvent choquer. On n'affiche jamais les chiffres du revenu brut après impôt. Et là, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes. Cela dit, il n'y a pas de démagogie non plus. Il est normal que les cadres de la haute fonction publique aient des rémunérations à la hauteur de leurs responsabilités. Sinon, la fonction publique et le service public déclineront au profit du service privé. J'aimerais bien qu'on nous donne les revenus équivalents de cadres ayant les mêmes responsabilités dans le secteur privé. Donc voilà, c'est vraiment un faux débat, c'est une mauvaise manière qui lui a été faite. Là aussi, il faut bien expliquer les choses. Bien sûr qu'il y aura un effet d'affichage, mais réfléchissons 30 secondes. On va payer le même montant d'impôt qu'avant. Pour celui qui était mensualisé, où est la différence ? La différence, c'est qu'au lieu que ce soit le fisc qui lui prélève l'impôt le 15 du mois, si je me souviens bien, c'est sur sa feuille de paie qu'il verra apparaître le montant de l'impôt. Donc il n'y a pas de réduction du pouvoir d'achat, c'est encore un fantasme. Alors c'est compliqué à expliquer, je veux bien l'admettre, mais je pense que cette réforme qui est en fonction depuis des décennies partout ailleurs autour de la France est aussi une réforme qui doit être comprise et acceptée. Moi je n'ai pas de leçons à donner, et je voudrais simplement remarquer que ce n'est pas la réponse du gouvernement, ce que vous venez de dire. Il y a une réponse sécuritaire et il faut une réponse sécuritaire. Quand on voit des gens piller des bureaux de poste, casser des magasins, annoncer, comme ça a été le cas sur un site internet la semaine dernière, qu'ils appelaient les manifestants à détruire la ville de Bordeaux, on est devant des fous. Et donc il faut que l'ordre républicain soit maintenu, et j'appuie nos forces de l'ordre qui font preuve d'un courage, d'un sang-froid tout à fait admirable dans ces manifestations. Mais en même temps, je vous rappelle que le gouvernement n'a pas fermer la porte, au contraire, à la concertation. Il faut aller sur les deux voies en même temps, l'ordre public et en même temps l'écoute, la compréhension, l'expression aussi libre que possible. Et la grande question est de savoir ce qu'il en sortira. Est-ce que les partenaires seront capables d'exprimer des revendications précises ? Je ne cache pas ma perplexité. Quand j'ai reçu une délégation de Gilets jaunes de 30 personnes il y a un mois, je ne sais pas très bien les conclusions que je pouvais en tirer, parce qu'aucun n'était d'accord avec aucun. Donc, il va falloir là aussi qu'on fasse émerger de vraies propositions tout à fait différentes. En 95, j'avais face à moi des syndicats. J'avais M. Blondel de l'EFO, j'avais M. Vianney de la CGT. Les manifestations étaient organisées, elles étaient encadrées par des services d'ordre, il y avait des mots d'ordre, il y a eu une négociation, il y a eu un accord à la fin de la négociation, et ça s'est arrêté. Là, on est dans un contexte radicalement différent, avec une prolifération de manifestations qui rendent la réaction des forces de l'ordre extrêmement compliquée, et puis surtout une absence de représentativité. Personne n'est capable aujourd'hui de dire voilà en quoi je peux exprimer le point de vue majoritaire des Gilets jaunes. Personne ne peut dire ça.